Laisse la CLE accent aigu, ET ne revient pas, c'est ce que mon père m'a dit pendant le dîner. Ma mère a juste hoché la tête, en silence. Cette maison n'a jamais été la tienne. Au même moment, ma sœur Bérénice m'a tendu une valise qu'ils avaient déjà préparée pour moi. Ils étaient en train de m'effacer de ma propre vie, pièce par pièce. J'ai cru que tout était fini, jusqu'à l'appel de la banque, un appel qui a fait éclater leur terrible secret, et qui a tout fait basculer. Ce qui va suivre est mon histoire. C'est l'histoire de la pire trahison qu'on puisse imaginer, la trahison de son propre sang pour une question d'argent et de jalousie. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a changé ma vie, j'aimerais prendre une seconde pour vous saluer. Je vois que vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, ou quel pays, vous m'écoutez aujourd'hui. Quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est connectée, peu importe la distance. Laissez un petit mot, et commençons. Je m'appelle Aliénor, j'ai 32 ans. Mon métier, ma passion, c'est de redonner vie aux choses que le temps a blessées. Je suis artisane, spécialisée dans la restauration de meubles anciens. Je travaille le bois, je le comprends, je le respecte. Et cette maison, c'était mon chef-d'œuvre. Une vieille maison à colombage dans le centre historique de Rouen. Quand je l'ai achetée, elle était en piteux état. Tout le monde me disait que j'étais folle. Mais j'y ai vu une âme. Pendant 2 ans, j'ai sacrifié tous mes week-ends, toutes mes économies. J'ai poncé moi-même le vieux parquet en chêne, j'ai décapé les poutres, j'ai restauré la rampe d'escalier du XVIIIe siècle à la cire d'abeille. Chaque centimètre de cette maison portait la marque de mon travail, de ma sueur. Ce n'était pas seulement un toit, c'était la preuve que j'avais réussi par moi-même. Ce dimanche soir-là, je voulais célébrer. J'avais invité ma famille pour le premier vrai dîner, mon père, Hervé, ma mère, Pascal, et ma sœur aînée, Bérénice. J'avais passé la journée à cuisiner un plat compliqué, un canard à la rouennaise, espérant enfin voir un peu de fierté dans les yeux de mon père. Hervé a toujours été un homme dur, un patriarche qui ne jurait que par la réussite financière. Mon travail manuel, il le voyait comme un passe-temps, pas un vrai métier, contrairement au poste de Bérénice dans un bureau. Ils sont arrivés à 19h. Leur visage était tendu. « Tu as mis tout ton argent là-dedans ?» fut la première phrase d'Hervé, en tapotant une poutre que j'avais mis 3 semaines à sauver. « C'est un peu grand pour une seule personne, non ?» ajouta Bérénice, avec ce petit sourire en coin que je connaissais si bien. Ma mère, elle, s'est contentée de réajuster un coussin, comme si je l'avais mal placé. Le dîner fut une torture. J'essayais de parler de mon atelier, de mes nouveaux contrats. Il répondait par des banalités, changeant de sujet. Bérénice n'a parlé que de sa future promotion et des vacances de son patron. Je me sentais invisible dans ma propre maison. Puis, au moment du dessert, alors que j'apportais la tarte tatin, mon père a posé sa fourchette. Le bruit du métal sur la porcelaine a résonné dans le silence. « Aliénor, nous avons discuté », a-t-il commencé, d'une voix dénuée de toute émotion. Je me suis figée. Cette maison est un bien de valeur. C'est un investissement trop important pour être laissé entre les mains d'une seule personne, surtout. Il a fait un geste vague vers moi, dans ta situation. Quelle situation, ai-je murmuré. Nous avons décidé, en famille, que cette maison doit revenir au patrimoine familial. C'est plus sûr. Mon cœur a cessé de battre. Qu'est-ce que tu veux dire, revenir? Je l'ai acheté. J'ai payé la compte, je paie le prêt chaque mois. Il a eu un petit rire condescendant. C'est une décision finale. Tu vas retourner dans ta chambre, à la maison. C'est à ce moment-là que Bérénice s'est levée. Elle est allée vers l'entrée et est revenue en tirant une valise. Ma valise. Tu n'as pas à t'inquiéter, a-t-elle dit, avec une fausse douceur. Maman et moi avons préparé tes affaires essentielles. Je les ai regardées. Ma mère, Pascal, détournait le regard, fixant son assiette. Mon père avait le visage dur comme la pierre. Ma sœur me souriait. Laisse la clé sur la table, a ordonné mon père. Et ne reviens pas, je ne pouvais ni bouger, ni parler. Ma gorge était nouée. Il m'expulsait. Il me volait ma maison, mon travail, ma vie.
J'ai posé mon trousseau de clés sur la table en chêne que j'avais moi-même vernie. Le son était mat, final. J'ai pris la valise. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sec. Et alors que je me tenais là, sur le trottoir froid de Rouen, sous la pluie fine, je ne savais pas que le pire était encore à venir. Ce n'était que le début de leur plan. Je suis monté dans ma vieille voiture, la valise jetée sur le siège passager. Je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. C'était un cauchemar. C'était absurde. Ma propre famille? J'ai conduit sans but. Les lumières de Rouen défilaient devant mes yeux embués de larmes que je refusais de laisser couler. J'ai pris l'autoroute A13, direction nulle part. J'ai juste roulé, le chauffage à fond, essayant de chasser le froid qui m'avait envahi jusqu'aux os. Vers minuit, l'épuisement m'a gagné. J'ai quitté l'autoroute et je me suis arrêté sur une aire de repos. L'endroit était désert, éclairé seulement par la lumière crue des lampadaires. Je me suis garé au fond du parking. J'ai coupé le moteur. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le bruit de la pluie sur le toit. J'ai posé ma tête sur le volant. Le désespoir était total. J'ai tout perdu. Ma maison. Ma famille. Tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai dû rester assise là, immobile, pendant des heures. Je ne savais plus quoi faire. Soudain, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Le son m'a fait sursauter. Je l'ai sorti. Un numéro inconnu s'affichait. Un indicatif de Paris. J'ai hésité. Qui pouvait bien m'appeler à cette heure? J'ai décroché, ma voix était à peine un murmure. Allô? Madame Aliénor Beaumont? La voix était professionnelle, masculine. Oui, c'est moi. Je suis Alexis Durand, du service des prêts immobiliers du Crédit Normand. Je vous appelle de notre siège parisien. Je suis désolé de vous déranger si tard, mais nous avons une alerte concernant votre compte. Mon estomac s'est noué. Une alerte? Quel genre d'alerte? Nous avons reçu une demande en ligne, il y a environ 3 heures, pour ajouter des copropriétaires à votre prêt immobilier. Plus précisément, un certain monsieur Hervé Beaumont et une madame Pascale Beaumont. Le sang s'est glacé dans mes veines. 3 heures. C'était juste après qu'il m'ait jeté dehors. De plus, a-t-il continué, la demande incluait une requête pour changer l'adresse de correspondance et la domicilier à leur adresse personnelle. Je ne pouvais plus respirer. Je n'ai jamais fait cette demande. Ai-je réussi à articuler? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, monsieur Durand a repris, sa voix plus grave. C'est bien ce que nous pensions, madame Beaumont. La signature numérique sur le formulaire ne correspondait pas à celle de votre dossier initial. C'est ce qui a déclenché l'alerte de sécurité. Il m'a expliqué que leur système avait automatiquement bloqué la transaction. Je voulais juste vous confirmer, a-t-il dit, que nous avons rejeté la demande et placé un verrou de sécurité sur votre compte. Aucune modification ne peut être faite sans votre présence physique et une vérification d'identité complète. Il a fait une pause. Madame, pour que les choses soient claires, vous êtes, et vous restez, la seule et unique propriétaire légale de ce bien. J'ai fermé les yeux, une vague de nausée me submergeant. Ce n'était pas une dispute de famille. Ce n'était pas un coup de tête. C'était une tentative de vol. Prémédité. Calculé. Merci, ai-je murmuré. Merci de m'avoir appelé. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans le silence de la voiture, sur cette aire d'autoroute sombre. Le choc initial s'est dissipé, remplacé par quelque chose d'autre. Une colère froide. Une fureur glaciale que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Ils n'avaient pas seulement essayé de me mettre à la porte. Ils avaient essayé de me voler, légalement, par derrière, en utilisant des faux. Ils avaient échoué, cette fois. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, une guerrière est née dans le froid de cette voiture. J'ai remis le contact. J'ai fait demi-tour sur le parking désert et j'ai repris l'autoroute en direction de Rouen. Je n'allais pas les laisser gagner. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais récupérer ma maison.
Mais je ne savais pas non plus qu'ils avaient déjà préparé leur plan B, et que celui-ci était bien plus vicieux. Il était presque 4 heures du matin quand je suis arrivée dans ma rue à Rouen. La pluie s'était arrêtée, mais l'air était glacial. Ma rue était silencieuse. J'ai garé ma voiture un peu plus loin, le cœur battant à tout rompre. J'ai pris la clé de rechange que je gardais toujours dans la boîte à gants, celle que j'avais cachée sous un pot de géranium près de la porte arrière. Je me suis glissée dans l'allée sombre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à saisir la clé. Je l'ai insérée dans la serrure. Elle n'est pas entrée. J'ai réessayé. Rien à faire. La clé ne tournait pas. Mon sang s'est figé. Ils avaient changé les serrures. Déjà. En l'espace de quelques heures. Une vague de panique m'a saisi. C'était donc ça, leur plan. M'empêcher physiquement d'entrer. J'ai reculé, le souffle court. J'ai fait le tour et je suis revenu devant la maison. La rage a pris le dessus sur la peur. C'est ma maison. J'ai levé le poing et j'ai frappé à ma propre porte. J'ai frappé de toutes mes forces, le bruit résonnant dans la rue endormie. Ouvrez. Je sais que vous êtes là. Ouvrez cette porte. Une lumière s'est allumée à l'étage. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Puis la serrure a tourné. La porte s'est entr'ouverte. Mais ce n'était ni mon père, ni ma mère, ni Bérénice. C'était une jeune femme, d'une vingtaine d'années. Elle portait un pyjama et me regardait avec des yeux ensommeillés et agacés. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous voulez quoi? Je suis restée bouche bée. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? La fille a ri. Un rire moqueur. Chez vous? C'est une bonne blague. C'est la chambre que je loue. Monsieur Beaumont m'a prévenu que l'ancienne propriétaire pourrait. Elle m'a regardé de haut en bas, causer des problèmes. Il a dit que vous étiez un peu instable. Instable. Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai poussé la porte pour voir à l'intérieur. Mon hall d'entrée? Mon Dieu! Mes affaires avaient disparu. Le petit meuble d'apothicaire que j'avais restauré avait été remplacé par un porte-manteau en métal bon marché. Mes tableaux étaient décrochés, laissant des marques nues sur les murs. Sortez de chez moi, ai-je crié, la voix brisée. C'est vous qui allez partir, ou j'appelle la police, m'a-t-elle menacé en sortant son téléphone. Appelez-les, ai-je hurlé. Dites-leur qu'il y a une usurpatrice dans ma maison. Elle a refermé la porte. J'ai entendu le verrou se remettre en place. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai composé le 17. J'étais en larmes, tremblante, essayant d'expliquer la situation à l'opérateur. 20 minutes plus tard, une voiture de la gendarmerie est arrivée. 2 gendarmes en sont sortis, l'air fatigués. J'ai tout expliqué. La dispute, l'expulsion, le changement de serrure, la locataire. L'un d'eux a soupiré. Madame, on comprend votre détresse. Mais, c'est votre père, c'est ça? J'ai hoché la tête. Écoutez, a-t-il dit, plus doucement. Légalement, ça s'appelle une affaire de famille. Un conflit privé. S'il a un bail, même un simple papier écrit à la main avec cette jeune femme, nous ne pouvons pas l'expulser. Nous ne pouvons pas vous faire entrer de force. C'est la loi. Mais c'est ma maison. J'ai les papiers. Alors vous devez voir un avocat. Demain matin. Obtenez une ordonnance du tribunal. Mais ce soir, nous ne pouvons rien faire. Si vous continuez à frapper à la porte, c'est vous qui serez en tort pour tapage nocturne. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La loi était de leur côté? Battu, humilié et gelé, j'ai rebroussé chemin vers ma voiture. Il ne me restait plus qu'un seul endroit où aller. J'ai conduit jusqu'au petit appartement de Manon, mon amie d'enfance, ma seule vraie alliée dans cette ville. Il était presque 5 heures du matin quand j'ai sonné. Elle a ouvert immédiatement, comme si elle m'attendait. Elle portait un vieux t-shirt et ses cheveux étaient en bataille. Elle a vu mon visage, ma valise à mes pieds. Elle n'a pas posé une seule question. Elle a ouvert grand la porte, m'a prise dans ses bras et m'a juste serré très fort. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la maison,
pour la trahison, pour l'injustice. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai tout raconté, de A à Z. Manon est restée silencieuse, son visage se durcissant à chaque mot. Quand j'ai eu fini, elle s'est levée et m'a préparé un café très fort. Dors un peu sur le canapé, m'a-t-elle dit. À 9 heures, on appelle quelqu'un. Un avocat, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un filet. Manon a secoué la tête, un éclat sombre dans les yeux. Demain, on ne va pas voir un avocat. On va voir une guerrière. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment touché le fond. Trahi par ma famille, expulsé de chez moi, et même la police ne pouvait rien faire. J'étais seule, avec une valise et une amie. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, si c'était vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous abandonné juste pour avoir la paix? Ou vous seriez-vous battu? Je suis curieuse de lire vos réponses. Je n'ai pas vraiment dormi. J'ai somnolé, réveillée en sursaut par des images de mon père me tendant ma valise. À 9 heures précises, Manon était à côté de moi, téléphone à la main. Elle s'appelle Maître Valois, m'a dit Manon. Elle est spécialisée dans les successions qui tournent mal et les litiges immobiliers familiaux. On dit qu'elle a une mâchoire d'acier. Elle peut nous recevoir à 11 heures. Nous sommes arrivés à son cabinet, dans un vieil immeuble bourgeois près du palais de justice. Maître Valois était une femme d'une 60aine d'années, élégante, avec des yeux vifs qui semblaient vous scanner jusqu'à l'âme. Je lui ai tout raconté. L'achat de la maison, mon travail de restauration, le dîner, l'expulsion, l'appel de la banque, la locataire, l'échec avec les gendarmes. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes méthodiquement. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Madame Beaumont, les faits sont clairs. Vous êtes propriétaire. Ce qu'ils ont fait s'appelle une expulsion illégale et une tentative de fraude. Mon cœur s'est un peu desserré. Cependant, a-t-elle continué, votre père va plaider le conflit familial. Il va dire que vous êtes instable, que vous avez accepté verbalement de lui céder la maison. Ce sera sa parole contre la vôtre. Les papiers sont pour nous, mais nous avons besoin de preuves de leur intention de nuire. De leur préméditation. Des preuves, ai-je répété, désemparée. Mais comment? Maître Valois m'a regardé droit dans les yeux. Pensez. N'y a-t-il rien? Un email, un message, un témoin? J'ai secoué la tête. Tout s'était passé si vite. Manon, qui était restée silencieuse, s'est soudain redressée. Aliénor, la caméra. J'ai levé les yeux vers elle. Quelle caméra? La caméra de sécurité. Celle que tu as installée dans ton atelier au fond du jardin, pour surveiller tes outils après le vol de l'année dernière. Elle n'est pas connectée au cloud? Mon Dieu! J'avais complètement oublié. L'objectif. Ai-je dit, le cœur battant, il est pointé vers la porte arrière de la maison. Il filme une partie du salon. Maître Valois a esquissé un fin sourire. Rentrez chez vous, mademoiselle. Et téléchargez-moi tout ça. Nous sommes retournés à l'appartement de Manon. J'ai sorti mon ordinateur portable, les mains moites. J'ai ouvert l'application de la caméra. J'ai remonté le fil des enregistrements. Et là, j'ai vu. J'ai vu l'horreur. Ce n'était pas un coup de tête. C'était une invasion planifiée. Les enregistrements étaient déclenchés par le mouvement. Il y avait une vidéo, datant d'il y a 3 jours. J'étais au travail. La porte arrière s'est ouverte. C'était Bérénice. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Elle a fait le tour du salon. Je l'ai vue prendre mon manteau, l'essayer, faire une grimace de dégoût, et le rejeter sur le canapé. Une autre vidéo, 2 jours avant. Mon père, Hervé, et 2 hommes que je ne connaissais pas. Ils étaient dans mon salon. Mon père leur donnait des ordres, pointant du doigt mes meubles. Ça part à la décharge. Ça, on garde. Il commençait déjà à vider ma maison. Et puis, la vidéo la plus terrible. La veille du dîner. Ma mère. Pascal. Elle est entrée, l'air nerveuse. Elle est allée directement au-dessus de la cheminée. J'y avais accroché une série de photos, moi diplômée, Manon et moi lors d'un voyage, une vieille photo de mes grands-parents. Je l'ai regardée,
sur cet enregistrement, décroché méthodiquement mes souvenirs, un par un. Elle les a empilés sur la table, avant de sortir d'un sac des cadres neufs. Elle les a mis à la place. Je n'arrivais pas à voir les photos à l'intérieur, mais je pouvais deviner. Des photos de Bérénice. Des photos de famille, sans moi. Je n'ai pas pu retenir un gémissement. Manon a mis sa main sur mon épaule. Elle était complice. Elle savait. J'ai sauvegardé les vidéos sur une clé USB. J'allais les envoyer à Maître Valois quand mon téléphone a sonné. C'était Martine, une collègue plus âgée de l'atelier d'artisans où je louais un espace. Aliénor ? Je suis contente de t'avoir. Écoute, il se passe quelque chose d'étrange. Sa voix était basse, inquiète. Ta sœur Bérénice est passée à l'atelier hier. Elle posait beaucoup de questions. Elle demandait si tu avais des dettes, si tu étais fiable. Martine a hésité. Aliénor, elle a dit à plusieurs personnes que tu avais des problèmes financiers, que tu étais, un peu déprimé, et que ta famille allait devoir prendre les choses en main pour t'aider. J'ai fermé les yeux. Le puzzle s'assemblait. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une campagne de diffamation. Il ne voulait pas seulement ma maison. Il voulait détruire ma réputation pour que personne ne me croie. Il voulait que tout le monde pense que j'étais folle. J'ai tout envoyé à Maître Valois, les vidéos de l'invasion, le témoignage de Martine sur la diffamation, les détails de l'appel de la banque. Sa réponse fut immédiate et glaciale. Excellent. Ils ont construit leur propre piège. Je rédige la mise en demeure et la demande d'ordonnance restrictive d'urgence. Une mise en demeure est une lettre d'avocat formelle, un dernier avertissement avant le procès. Elle ordonnait à Hervé, Pascal et Bérénice de quitter les lieux sous 24 heures, de rendre les clés, et de cesser toute communication avec moi. Maître Valois l'a envoyé par huissier de justice à la fois à leur domicile et à ma maison, là où ils se trouvaient. L'effet a été immédiat. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Mon cœur a fait un bond. Je n'ai pas répondu. L'appel s'est arrêté, et l'icône de la messagerie vocale s'est allumée. J'ai attendu 1 minute, les mains tremblantes, avant d'écouter le message. La voix d'Hervé n'était pas celle d'un homme en colère. Elle était pire. Elle était calme, mesurée, venimeuse. Aliénor. Tu as reçu la lettre de ton. Il a craché le mot, avocate. Tu es en train de commettre une erreur monumentale. Tu es en train de détruire cette famille. Je te le dis pour la dernière fois, arrête cette folie immédiatement. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vas regretter d'avoir commencé cette guerre. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une supplication. C'était une menace. J'ai transféré le message à Maître Valois. Sa réponse, parfait. Menace et intimidation. Nous l'ajoutons au dossier. Mais j'étais secouée. Profondément. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'étais sur le canapé de Manon, fixant le plafond. Le doute s'insinuait en moi. J'ai réveillé Manon, qui dormait dans sa chambre. Manon. Ai-je murmuré dans l'obscurité. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. C'était la première fois que je l'admettais. Ce message, il était terrifiant. C'est mon père, Manon. C'est toujours mon père. Et si je faisais une erreur? Si je perdais tout, ma famille, pour des murs? Manon s'est assise sur le lit. Elle m'a regardé longuement. Aliénor, dit-elle fermement, un père ne vole pas sa fille. Un père ne menace pas sa fille. Un père ne tente pas de détruire la réputation de sa fille pour lui prendre son toit. L'homme qui t'a laissé ce message n'agit pas comme un père. Il agit comme un tyran, comme un criminel. Tu ne te bats pas contre ta famille. Tu te bats contre un agresseur qui se trouve être ton père. Ne confonds pas les deux. Ces mots étaient durs, mais c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Elle avait raison. J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes. Tu as raison. Le lendemain, la guerre est montée d'un cran. J'ai essayé de me connecter à mon compte bancaire en ligne, juste pour vérifier mes finances, planifier les frais d'avocat. Mot de passe incorrect.
J'ai froncé les sourcils. J'étais sûre de mon mot de passe. J'ai réessayé. Mot de passe incorrect. Après une troisième tentative, un message rouge est apparu. Votre compte a été bloqué pour des raisons de sécurité après de trop nombreuses tentatives infructueuses. J'ai appelé la banque. Pas le service des prêts cette fois, mais ma conseillère habituelle. Bonjour Madame Beaumont, m'a-t-elle dit, sa voix soudainement froide. Oui, nous avons dû bloquer votre compte. Il y a eu une série de tentatives de connexion très étranges cette nuit, suivie d'une demande de réinitialisation de mot de passe à une adresse e-mail qui n'est pas la vôtre. Quelle adresse e-mail? Elle me l'a donnée. C'était l'adresse e-mail professionnelle de Bérénice. J'ai senti la panique monter. Mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de payer mes factures. Je suis désolée, madame. Compte tenu de la situation et de la tentative de fraude sur votre prêt immobilier que nos collègues nous ont signalé, nous avons gelé tous vos avoirs le temps d'une enquête interne. Vous devez venir à l'agence avec 2 pièces d'identité pour prouver qui vous êtes. J'ai raccroché, le souffle coupé. Ils essayaient de m'étrangler financièrement. Ils savaient que j'avais besoin d'argent pour l'avocat. Ils essayaient de me couper les vivres. Je me sentais prise au piège, comme un animal dans un étau qui se resserrait de tous les côtés. J'ai regardé Manon, les yeux écarquillés par la terreur. Ils m'ont coupé l'accès à mon propre argent. J'avais l'impression de sombrer, de me noyer. J'étais sur le point de craquer, de tout abandonner. Et c'est là que le téléphone a sonné à nouveau. Un numéro que je ne connaissais pas, mais cette fois, ce n'était pas mon père. C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. La voix au téléphone était hésitante, presque nerveuse. Aliénor? C'est tante Sylvie. Tante Sylvie. La sœur cadette de ma mère. Une femme que j'avais toujours trouvée un peu effacée, toujours dans l'ombre de ma mère et de mon père. Tante Sylvie? Écoute, chérie, sa voix était basse, comme si elle avait peur d'être entendue. Ta mère m'a appelée. Elle est en larmes. Tu as envoyé un avocat? Un huissier? Aliénor, qu'est-ce que tu fais? Sa voix n'était pas accusatrice, juste, perdue. J'ai senti une vague de colère monter. Ce que je fais? Tante Sylvie, ils m'ont jeté dehors. Ils ont changé les serrures et ont essayé de voler ma maison. Il y a eu un long silence. Voler, a-t-elle répété, le mot semblant l'étouffer. Aliénor, Hervé a dit, il a dit que tu avais des problèmes d'argent, que tu leur avais demandé de prendre le relais. Ils mentent, ai-je crié, la frustration me submergeant. Ils ont fait une fausse signature pour s'ajouter au prêt. La banque les a bloqués. Et maintenant, ils ont bloqué mon compte en banque. Ils essaient de me ruiner. J'ai tout déballé. La diffamation, la locataire, la menace d'Hervé. Sylvie n'a rien dit. J'entendais juste sa respiration, de plus en plus rapide. Je ne savais pas, a-t-elle finalement murmuré. Pas tout ça. Mon Dieu. Puis elle a raccroché. Abruptement. J'ai fixé mon téléphone, déçu. Une autre porte qui se ferme. Mais je ne savais pas ce qui se passait de l'autre côté. Plus tard, Sylvie m'a raconté. Mon appel l'avait terrifiée. Elle était allée voir ma mère, Pascal, immédiatement. Elle l'avait trouvée dans la cuisine de leur maison, en train de pleurer en silence. Pascal, qu'est-ce que vous avez fait? Lui a demandé Sylvie. Ma mère s'est effondrée. Elle a avoué qu'Hervé l'avait forcée à signer des papiers, qu'il était obsédé par cette maison depuis qu'Aliénor l'avait achetée. Qu'il disait que c'était un affront, qu'une maison de ce standing soit au nom de sa fille cadette. Pascal avait peur de lui. Le cœur brisé pour sa sœur, mais terrifiée par son beau-frère, Sylvie a réalisé qu'elle était prise entre deux feux. Ce soir-là, elle a appelé Hervé. Elle a joué un jeu dangereux. Elle lui a dit, Hervé, j'ai eu Aliénor. Elle est hors d'elle. Elle parle de fraude. Et Hervé, ivre de sa propre arrogance, est tombé dans le panneau. Croyant parler à une alliée, il s'est vanté. Elle n'a rien, ai-je entendu sa voix ricaner sur l'enregistrement. Cette idiote n'a pas la moindre preuve. Bérénice s'est occupée de sa réputation. D'ici une semaine,
elle sera à court d'argent. Elle viendra nous supplier à genoux de la reprendre. Et même si elle va au tribunal, qui vont-ils croire? Un père respectable ou une fille instable? Le juge verra ça comme une simple dispute de famille. Et Sylvie, la main tremblant sur son téléphone, avait tout enregistré. Elle m'a dit plus tard qu'elle l'avait fait pour se protéger. Elle avait peur qu'Hervé ne l'entraîne dans sa chute. Le lendemain matin, j'ai reçu un email. L'expéditeur était une adresse anonyme, une série de chiffres et de lettres. Il n'y avait pas de message. Pas de sujet. Juste un seul fichier audio joint. J'ai regardé Manon. C'est quoi, ça? Encore une menace? Il n'y a qu'une façon de le savoir, a-t-elle dit. J'ai cliqué sur « Play ». Et j'ai entendu. J'ai entendu la voix de mon père, claire comme le jour, détaillant son plan pour me détruire financièrement et psychologiquement. J'ai entendu Bérénice rire en arrière-plan, ajoutant que j'étais tellement facile à manipuler. Manon et moi sommes restés assises, pétrifiées, écoutant l'enregistrement en boucle. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était un complot criminel. J'ai tremblé, non plus de peur, mais de rage. J'ai transféré le fichier à Maître Valois. Sa réponse est arrivée moins d'une minute plus tard. Aliénor. Ne bougez pas. Nous avons gagné. Le jour de l'audience est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Nous n'étions pas dans une grande salle d'audience de film, mais dans le bureau d'un juge des référés, au palais de justice de Rouen. C'était une procédure d'urgence. J'y suis allée avec Manon et Maître Valois. J'avais l'impression que mes jambes étaient en coton. J'étais terrifiée à l'idée de les revoir. Ils étaient déjà là. Hervé, mon père, portait son meilleur costume, l'air d'un homme d'affaires respectable, discutant avec son avocat comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Bérénice était à côté de lui, me fusillant du regard avec une haine pure. Et ma mère? Pascal était assise un peu en retrait, le regard vide, fixant ses mains jointes sur ses genoux. L'avocat de mon père a commencé. Il a parlé d'une « fille ingrate, mentalement instable », qui avait dilapidé ses économies dans une maison au-dessus de ses moyens. Il a affirmé que mes parents, dans leur grande générosité, avaient proposé de reprendre le fardeau financier et que j'avais accepté verbalement avant de changer d'avis dans un accès de colère. Il a dépeint l'expulsion comme une intervention familiale nécessaire. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont plantés dans mes paumes. Puis ce fut le tour de Maître Valois. Elle s'est levée, calme, méthodique. Monsieur le juge, a-t-elle commencé, les faits sont plus simples. Ma cliente, Madame Aliénor Beaumont, est l'unique propriétaire de ce bien. Elle a présenté l'acte de propriété. Elle paie seule son prêt. Elle a présenté les relevés de banque des 6 derniers mois. Ses parents ont tenté de s'ajouter frauduleusement au prêt, comme l'atteste ce rapport du Crédit Normand. Elle a déposé le rapport. L'avocat de mon père a commencé à s'agiter. Ils ont changé les serrures et installé une locataire illégale. Et ils ont mené une campagne de diffamation pour discréditer ma cliente. Elle a déposé les captures d'écran des messages de Martine. Et enfin, a-t-elle dit, sa voix baissant d'un ton, ils ont révélé leur véritable intention. Elle a regardé mon père droit dans les yeux. Nous avons ici un enregistrement audio de Monsieur Hervé Beaumont, détaillant son plan pour ruiner financièrement et psychologiquement sa propre fille afin de lui voler sa maison. Un silence de mort est tombé sur le bureau. J'ai vu le visage d'Hervé se décomposer. Il est devenu blanc cendre. Bérénice a ouvert la bouche, incrédule. L'avocat de mon père s'est levé. Objection. C'est illégal. C'est parfaitement recevable dans une procédure civile comme preuve d'intention, maître, a rétorqué le juge, l'air sévère. Je veux l'entendre. Maître Valois a appuyé sur « Play ». La voix arrogante de mon père a rempli la pièce. Elle n'a rien. Elle viendra nous supplier à genoux. J'ai vu ma mère fermer les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue. Hervé était figé, pétrifié. Quand l'enregistrement s'est terminé, le juge a enlevé ses lunettes. Il a regardé mon père avec un dégoût non dissimulé. Monsieur Beaumont, a-t-il dit d'une voix glaciale. Avez-vous quelque chose à ajouter? Hervé n'a rien pu dire.
Le juge m'a alors regardé. Madame Beaumont, voulez-vous dire quelque chose? Je me suis levée, mes jambes tremblaient, mais ma voix était claire. Monsieur le juge, ai-je commencé? Je suis une artisane. Mon métier, c'est de réparer. De restaurer. J'ai acheté cette maison parce qu'elle était brisée, et j'y ai vu de la beauté. J'ai passé 2 ans à la guérir, de mes propres mains. J'ai regardé ma famille. J'ai appris que dans la vie, il y a 2 types de personnes. Celles qui construisent, et celles qui détruisent. Celles qui réparent, et celles qui prennent. J'ai reporté mon regard sur le juge. Je ne sais que construire. Eux. Ma voix s'est brisée une seconde, ils ne savent que détruire. Je veux juste récupérer ma maison. Le jugement a été immédiat. Ordonnance d'expulsion immédiate pour Hervé, Pascal, Bérénice et toute autre personne occupant les lieux. Ordonnance restrictive m'interdisant tout contact avec moi, par quelque moyen que ce soit. Et le plus important, le juge a déclaré qu'il transmettait l'intégralité du dossier, y compris l'enregistrement audio et le rapport de fraude bancaire, au procureur de la République pour une enquête pénale. En sortant du tribunal, Manon m'a prise dans ses bras. J'avais gagné. J'avais récupéré ma maison. Mais alors que je me dirigeais vers chez moi, un huissier à mes côtés pour faire exécuter l'ordre, je savais que la bataille était gagnée, mais que la guerre pour retrouver mon chez-moi ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'huissier de justice et un serrurier m'attendaient devant ma porte. La jeune locataire était déjà partie, probablement prévenue par mon père. L'huissier a frappé, a annoncé l'ordonnance, et comme personne n'a répondu, le serrurier s'est mis au travail. Le bruit de la perceuse brisant l'ancienne serrure était à la fois violent et libérateur. Quand la porte s'est ouverte, j'ai été frappé par l'odeur. Ce n'était plus chez moi. Ça sentait le parfum bon marché de Bérénice et un désodorisant chimique à la lavande que ma mère adorait et que je détestais. La maison était froide, silencieuse. L'huissier a fait le tour, notant l'état des lieux, puis m'a remis les nouvelles clés. C'est à nouveau chez vous, madame. Bon courage. Je suis restée seule dans le hall. J'ai regardé autour de moi. C'était un champ de bataille. Ils avaient pris certains de mes meubles, en avaient laissé d'autres, mais ils avaient surtout laissé leur saleté, leur énergie toxique. J'ai ouvert les fenêtres en grand, malgré le froid de l'automne normand. J'avais besoin d'air. J'ai commencé le grand nettoyage. C'était plus qu'un nettoyage, c'était un exorcisme. J'ai rassemblé tout ce qui leur appartenait. Les coussins qu'ils avaient amenés, les cadres photos vides sur la cheminée, la vaisselle sale laissée dans l'évier. J'ai tout mis dans de grands sacs poubelles. Chaque objet que je touchais me donnait la nausée. Dans la cuisine, j'ai trouvé une lettre, posée en évidence sur le comptoir. L'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte, le cœur serré. Peut-être des excuses? Un mot de regret? Non. Aliénor, disait la lettre. La famille est la chose la plus importante. Tu es têtu, tu l'as toujours été. Un jour, tu comprendras que nous n'avons fait que ce qui était juste pour le bien de tous. J'espère qu'un jour, tu nous pardonneras d'avoir essayé de te protéger de toi-même. Maman. Protéger de moi-même. Leurs mensonges continuaient, même sur papier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis allée dans le jardin, j'ai pris le vieux barbecue en métal, j'ai mis la lettre dedans et j'y ai mis le feu. J'ai regardé les mots de ma mère se tordre et noircir, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. J'ai passé 2 jours à nettoyer, à frotter, à purifier. J'ai brûlé de la sauge, j'ai déplacé tous les meubles. Je devais effacer leur présence. Et puis, je suis arrivée au salon. Au petit vaisselier en noyer que j'aimais tant. J'y gardais mes trésors. Et le plus précieux d'entre eux était le service à thé en porcelaine de Limoges de ma grand-mère. C'était la seule chose de valeur qu'elle m'avait laissée, à moi, sa petite fille préférée. J'ai ouvert la porte du vaisselier. Il était vide. Non. Non, pas ça. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fouillé partout.
dans la cuisine, dans les placards. Rien. Ils l'avaient pris. De toutes les choses qu'ils avaient faites, celle-ci était la plus cruelle. Ce n'était pas de l'argent. C'était mon héritage. C'était mon lien avec elle. J'ai appelé Manon, en larmes cette fois. Ils l'ont pris, Manon. Le service de grand-mère. Les monstres, a-t-elle soufflé. Elle a réfléchi une seconde. Aliénor, j'ai une idée horrible. Va sur le Bon Coin. Quoi? Pourquoi? Fais-le. Cherche service des Limoges, dans la région de Rouen. Les mains tremblantes, j'ai pris mon ordinateur. J'ai tapé les mots. Et je l'ai vu. La photo était là. Mon service à thé. Sur une nappe moche. L'annonce avait été postée il y a 2 jours. Par Bérénice 9. Description, service à thé ancien en porcelaine. Bon état. Urgent, besoin de place. Le prix, 300 €. 300 €. Elle vendait les souvenirs de ma grand-mère pour 300 €, comme s'il s'agissait d'une vulgaire camelote. Cette fois, la rage a tout emporté. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une haine pure. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils étaient méprisables. Ils n'avaient aucun respect pour rien ni personne, pas même pour les morts. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à Maître Valois. Maître, ai-je écrit, ajoutez ça au dossier pénal. Ça s'appelle du vol. Je me suis assise sur le sol de mon salon vide, au milieu des sacs poubelles. J'avais récupéré mes murs, mais ils avaient volé l'âme de ma maison. Et alors que j'étais là, au plus bas, épuisée, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur s'est emballé. L'huissier? La police? J'ai regardé par le judas. Et j'ai senti mon sang se glacer. C'était Bérénice. Seule. J'ai fixé la silhouette de ma sœur à travers le judas. Que faisait-elle là? L'ordonnance restrictive était claire, elle n'avait pas le droit de m'approcher. J'ai pensé ne pas ouvrir. Mais la colère, cette nouvelle colère froide qui m'habitait, voulait des réponses. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Nous nous regardions à travers l'entrebâillement. Elle avait l'air diminué. Fini le mépris, l'arrogance. Elle avait l'air fatiguée, ses yeux étaient bouffis. Aliénor? A-t-elle commencé, sa voix tremblante. Je n'ai rien dit. Aliénor, s'il te plaît. Laisse-moi entrer. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire, Bérénice. Tu violes une ordonnance du tribunal. Je sais. Je sais. Elle a jeté un regard affolé autour d'elle, dans la rue. S'il te plaît. Juste 5 minutes. C'est à propos de papa. La mention de mon père m'a fait hésiter. Contre mon gré, j'ai enlevé la chaîne. Elle s'est glissée à l'intérieur, mais je suis restée près de la porte, les bras croisés. 5 minutes. Elle a regardé autour d'elle, les sacs poubelles, le vide. Tu as tout jeté. C'était des ordures. Qu'est-ce que tu veux? Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de peur. Ils ont reçu la convocation. Du procureur. L'enquête pénale. Aliénor, il parle de fraude, d'abus de confiance, de vol. Papa risque la prison. Je suis restée de marbre. Et alors? Et alors, a-t-elle crié, son arrogance revenant une seconde. C'est notre père. Tu ne peux pas laisser faire ça. Je ne laisse rien faire. C'est lui qui l'a fait. C'est vous qui l'avez fait. C'était. Elle bafouilla, c'était une erreur. On ne pensait pas que ça irait si loin. On voulait juste me voler, ai-je terminé pour elle. Non, elle a menti, puis sa façade s'est brisée. Elle a baissé la tête. Je ne sais pas. Au début, c'était l'idée de papa. Il ne supportait pas que tu aies cette maison, que tu aies réussi sans lui. Il disait que ça lui revenait. Elle m'a regardé, ses yeux pleins de larmes et de quelque chose d'autre, de lait. De la jalousie. Et toi, Bérénice, ai-je demandé doucement. Elle a détourné le regard. Peut-être
peut-être que j'étais jalouse. D'accord? Tu l'as toujours eu facile. Tout le monde t'admirait, oh, la petite Aliénor et son talent, ses mains en or. Moi, j'étais juste la fille sérieuse dans son bureau. Et puis tu achètes ça. Elle a fait un geste vers la maison. Tu as toujours tout eu. Le souffle m'a manqué. J'ai eu envie de rire. Tout eu? Bérénice, j'ai travaillé chaque jour de ma vie pour ça. Pendant que tu te plaignais, je ponçais des planchers jusqu'à ce que mes mains saignent. Je suis désolée, a-t-elle sangloté. Vraiment. Mais s'il te plaît. Pitié. Retire ta plainte. Dis au procureur que c'était un malentendu. Pour maman. Elle n'y survivra pas, elle s'est approchée de moi, voulant me prendre la main. J'ai reculé. J'ai regardé ma sœur. La femme qui avait ri pendant qu'on planifiait ma ruine. La femme qui avait vendu l'héritage de ma grand-mère pour 300 €. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi, Bérénice, lui ai-je demandé, ma voix soudainement très calme. Quand je veux quelque chose, je le construis. De mes propres mains. Quand tu veux quelque chose, toi, tu le voles. Son visage s'est figé. Maintenant, sors, ai-je dit. Aliénor. Sors de chez moi, ai-je crié, ouvrant la porte en grand. Elle est partie en titubant, me lançant un regard de haine pure. La peur avait disparu, remplacée par la rage d'avoir été rejetée. J'ai refermé la porte. J'ai verrouillé. Et je me suis appuyé contre, le cœur battant. C'était fini. Vraiment fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu 2 lettres. Une de ma mère. Une carte avec un paysage d'hiver et une citation imprimée sur la beauté du pardon. Pas un mot d'excuse. Juste une tentative de me culpabiliser. Une de mon père, en attente de son procès. Une lettre courte, rigide. Il s'excusait que les choses soient allées si loin et mettait tout sur le compte du stress financier. Je n'ai répondu à aucune des deux. J'ai pris ces lettres, et la lettre de ma mère que j'avais brûlée, j'en avais pris une photo, et je les ai mises dans une vieille boîte en bois que j'avais restaurée. Une boîte sur laquelle j'ai gravé 2 mots, souvenir mort. Pardonner est une chose. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et surtout, ça ne veut pas dire rouvrir la porte. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. La maison était silencieuse. L'enquête pénale suivait son cours. J'ai appris par maître Valois qu'Hervé et Bérénice allaient être jugés. J'avais récupéré le service à thé de ma grand-mère, après que la police soit intervenue chez l'acheteur, qui a été remboursé. Il était à nouveau dans mon vaisselier, chaque tasse étincelante. Noël approchait. L'année dernière, j'aurais été en plein stress, essayant de trouver les cadeaux parfaits pour des gens qui, je le savais maintenant, complotaient dans mon dos. Cette année, j'étais calme. J'ai décoré ma maison. Pas pour les autres. Pour moi. J'ai mis des guirlandes lumineuses, j'ai acheté un petit sapin. J'ai accroché de nouvelles photos au-dessus de la cheminée. Une de Manon et moi, hilar, dans un bar. Une de tante Sylvie, qui était venue me voir, en larmes, pour s'excuser et me remercier d'avoir ouvert les yeux à sa sœur. Une photo de moi, dans mon atelier, couverte de sueur, mais souriante. Le jour de Noël, je ne l'ai pas passé seule. Je l'ai passé chez Manon. Il y avait elle, son compagnon, et tante Sylvie. Nous n'étions pas nombreux. Nous avons mangé une simple dinde rôtie et bu du bon vin. Nous avons ri. Personne n'a mentionné mon père, ni Bérénice. Nous avons parlé de l'avenir. En regardant autour de la table, j'ai réalisé quelque chose. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est le respect. C'est la loyauté. C'est choisir d'être là pour quelqu'un. C'était ma nouvelle famille. Ma famille choisie. La nuit du Nouvel An est arrivée. Je n'avais pas envie de sortir. Manon m'a proposé de la rejoindre à une fête, mais j'ai décliné. Je voulais être chez moi. À minuit, je me suis tenue sur le pas de ma porte. J'avais un verre de cidre normand à la main. Au loin, j'entendais les feux d'artifice éclatant sur Rouen. L'air était froid et vif. J'ai regardé ma maison, les lumières chaudes brillant de l'intérieur.
Ils avaient essayé de me la prendre. Ils avaient essayé de me briser. J'ai levé mon verre à l'obscurité. Ils ont essayé de prendre ma maison, ai-je murmuré pour moi-même. Mais ils n'ont pas pu prendre la femme qui l'a construite. J'ai bu une gorgée. Le cidre était pétillant et doux. J'ai souri. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai verrouillé ma porte. Pas par peur. Mais par paix. Si j'ai appris une chose de toute cette épreuve, c'est que tracer des limites ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela fait de vous une personne libre. Parfois, les gens que nous aimons le plus sont ceux qui nous enseignent le plus durement l'importance de dire « non ». J'avais l'habitude de croire que la « famille », c'était pour toujours, quoi qu'il arrive. Mais j'ai appris que le « pour toujours » ne fonctionne que s'il y a du respect des deux côtés. Reprendre ma maison, ce n'était pas seulement une question de briques et de bois. Il s'agissait de récupérer ma voix, ma valeur, et cette force tranquille que j'ignorais posséder. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque dispute pour retrouver votre valeur. Parfois, le simple fait de rester debout, de ne pas céder, est la vérité la plus puissante qui soit. Et peut-être que vous aussi, vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous été rejeté, ignoré, ou traité comme si vous n'aviez pas votre place dans votre propre histoire. Si c'est le cas, j'espère que mon parcours vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour tracer cette ligne et vous reconstruire. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir la paix et vous préserver vous-même? J'aimerais vraiment lire vos histoires et vos pensées dans les commentaires. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a touché, laissez un 1 dans les commentaires, ou dites-moi simplement ce que vous en avez pensé. Votre honnêteté compte beaucoup ici. Et si vous avez apprécié ce genre de témoignage, si vous voulez plus d'histoires de vie, de résilience et de justice, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et de rejoindre notre communauté pour le prochain chapitre. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul.